Bienvenue à tous, extrêmement ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag spécial entretien et j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d'immunologie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également président de la Société algérienne, vous êtes également chef de service laboratoire central à l'EPH Rouiba. On parlera avec vous ce soir, professeur, d'actualité sanitaire, de Covid, de vaccination anti-Covid particulièrement, mais aussi de la réforme, voire de la refonte du système de santé, puisque le sujet est remis sur table à la faveur des assises de santé qui sont annoncées d'ici la fin du mois. Bienvenue. Merci. Alors les chiffres sont rassurants, professeur, depuis un bon bout de temps déjà, un mois et quelques. On est à peu près à 100 contaminations jour. Est-ce qu'on doit craindre finalement, ça nous met à l'aise, hein, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur masque. Est-ce qu'on doit craindre finalement une quatrième vague ou pas? Merci beaucoup pour cette question qui se répète souvent, elle est très pertinente. En fin de compte, ce qu'il faut dire, c'est que très difficile de prédire ou de prévoir une quatrième vague, mais on va essayer quand même de donner les avis d'experts en se basant sur des arguments scientifiques. Donc les experts se sont partagés en trois catégories. La première catégorie, c'est celle qui attend la quatrième vague. D'accord. Pourquoi la quatrième vague? Vous le savez très bien, à chaque fois, l'automne, le mois d'octobre, novembre, on va revivre la même chose que l'année passée. La deuxième catégorie, il voit que le virus s'est affaibli et apparemment, il ne va pas partir et on va continuer à vivre avec. Donc c'est la transformation de l'état pandémique en état endémique. Ils ont leurs arguments. La troisième catégorie, c'est celle qui voit que maintenant, en fin de compte, le virus, il trouve en face de lui une population qui n'a pas le même profil immunologique que ça fait 8 mois ou 10 mois. Si vous vous rappelez, si on revient un peu en arrière, ça fait 10 mois, il n'y avait pas de vaccin. On était probablement à 30%, 35% d'immunisés. Et maintenant, les choses et la situation a changé. La preuve, on est en train de voir des pays qui ont atteint les 80%, qui ont dépassé même les 80%. Donc, je vais vous dire mon avis personnel. Vous faites partie de quelle école, justement? Moi, je fais partie beaucoup plus de la troisième école. Je le souhaite, je l'espère, et ça reste mon avis personnel. J'espère, Inch'Allah, qu'on va vivre la fin de la pandémie. C'est ce que tout le monde souhaite. Oui, vous êtes optimiste, professeur? Je suis optimiste, mais il y a ce mais parce que, vous le savez très bien, on a vécu la même situation, ça fait 8 mois. Le mois de janvier passé, jusqu'au mois de mai, on était très rassurés. Oui. Et maintenant, ce qu'on craint maintenant, c'est beaucoup plus un variant. Mais le variant, vous le savez très bien que tous les variants qui résistent au vaccin sont presque partis, disparus. Oui. Et on n'a que le variant Delta. Et le Delta, maintenant, on s'habitue avec. Est-ce qu'il y aura un variant qui va se propager plus rapidement que le Delta et qui va résister au vaccin ou bien à l'immunité acquise suite à l'infection naturelle? Ça m'étonne fort. Oui, mais on peut dire aussi qu'on n'est pas à l'abri de la quatrième vague parce qu'il y a des pays qui le vivent déjà. On peut prendre l'exemple de la Russie qui actuellement est à peu près à 30 000 contaminations jour, presque 1000 décès par jour. C'est-à-dire finalement, la quatrième vague n'est pas à exclure. Oui, ce qu'il faut savoir, les caractéristiques de cette pandémie Covid-19, c'est qu'elle n'est pas homogène d'un pays à un autre. Elle diffère, les courbes diffèrent d'un pays à un autre. Mais jusqu'ici, professeur, si vous permettez, les vagues sont arrivées après les pays d'Europe, par exemple. Oui. On voit toujours la vague qui arrive en Europe et ensuite, ça sera pour nous. Exactement, c'était avant l'ouverture aérienne. Mais maintenant, soyez certaine, s'il y aura un variant, on va suivre la même courbe que l'Europe. À ce jour, Dieu merci, alhamdoulilah, il n'y a pas encore un variant qui est plus dangereux, mais il y a un gros mais. Parce qu'en fin de compte, lorsque vous dites qu'on est à 115 jours, il y a quelques décès, 115 jours, ceci dit que le virus est toujours là.
À quel point justement ces chiffres, j'aimerais rebondir là-dessus, quand on parle de 100 contaminations jour à peu près, 3 décès, c'est la moyenne hein, ces jours-ci, à quel point ces chiffres sont représentatifs de la réalité? Parce qu'on a tendance à être un peu sceptique par rapport aux chiffres officiels, on croit plus peut-être les professionnels qui sont sur le terrain, vous qui êtes en milieu hospitalier, à quel point cela est représentatif? Non, pour être honnête, ces chiffres, ils reflètent la réalité. Oui. Ils reflètent la réalité parce que ces derniers temps, on est en train de quand même de voir des malades qui présentent symptomatologie Covid, grippe, et lorsqu'on fait les PCR et tests antigéniques, les tests reviennent négatifs. Oui. Donc on est vraiment dans une tendance baissière, c'est vrai, les chiffres reflètent actuellement la réalité. Il n'y a plus de malades hospitalisés. La plupart des structures hospitalières, nous à Rouiba, on a quand même 12 malades. Mais le nombre de malades par structure hospitalière a nettement baissé. Donc je pense que ce qui est communiqué actuellement reflète vraiment la réalité. La réalité. Alors le lancement de la campagne nationale de vaccination, c'est vers le 4 septembre. On a atteint en 5 jours 1 million de vaccinés, ce qui était très encourageant. Aujourd'hui, on est à 10 millions de vaccinés à peu près. C'est les chiffres voilà, officiels. Est-ce que le manque, mais en même temps, il y a eu un manque d'engouement ces derniers temps. Est-ce que le manque d'engouement vous inquiète? Ça m'inquiète, oui. Ça m'inquiète parce que honnêtement, on ciblait au moins 20% de la population d'ici fin décembre. Donc on est à presque 11 millions de la population. Mais j'aimerais bien insister sur un point qui est très important. Oui. En fin de compte, si on a les chiffres réels et au moment T, je pense que le chiffre il est un peu plus élevé parce qu'il y a pas mal de centres de vaccinateurs qui ne sont pas en train de saisir oui. C'est-à-dire c'est pas à jour. C'est pas à jour. C'est pas à jour et je pense que facilement ce chiffre peut grimper vers 12 millions et demi, quelque chose comme ça. Oui. Mais ce chiffre il reste très loin de ce qu'on veut avoir. Parce que cibler 70% de la population qui a plus de 18 ans, donc on doit espérer atteindre, Inch'Allah, les 70% d'ici le 31 décembre. Mais 31 décembre, je le dis comme ça, parce qu'en fin de compte, la campagne de vaccination, c'est un processus continu. Il ne va pas s'arrêter le 31 décembre. Oui, justement, alors si on revient un peu sur les objectifs de l'OMS hein, pour l'Afrique, l'Algérie a atteint les 10% de... alors, c'était 10%, c'est un objectif qui a été atteint par l'Algérie, 10% avant la fin septembre, 30% avant la fin décembre. Mais nous, en Algérie, vous le disiez à l'instant, notre objectif est d'atteindre d'atteindre les 70% d'ici décembre, c'est-à-dire avant 2022. À quel point cela est réalisable aujourd'hui? Aujourd'hui, honnêtement, très très difficile. Très difficile parce que avec la fameuse vague Delta... Il nous reste 2 mois. Malheureusement, il y avait quelques scientifiques qui ont dit à la population qu'il ne faut pas se faire vacciner lorsqu'on est en pleine vague. Oui. Parce qu'ils avaient craigné l'apparition, l'émergence de variants. Ça n'a pas été le cas partout dans le monde. Heureusement qu'il y avait cette vague, il y avait la population. Et vous vous rappelez, le mois de juin, juillet, août, il y avait une grande demande des vaccins. Les quantités n'étaient pas disponibles, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on s'estime heureux. Même le vaccin, il est produit localement. Oui. Et en plus de ça... C'est ça ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que le vaccin est disponible, justement. Non, ce qui est regrettable, c'est que, vous le savez, on est presque le seul pays en Afrique où le citoyen a le choix. Donc, on a le Sputnik, on a le Johnson qui va bientôt... arriver. Il est déjà là. Il y a le chinois Sinovac, il y a l'AstraZeneca, donc on a le choix. Je pense que c'est un luxe, ce n'est pas tous les Africains qui peuvent se permettre ça. Donc je pense que les quantités sont là et ce qui manque c'est la volonté. Et malheureusement, lorsqu'on voit que le médical il est à 20-25% de vaccinés, c'est très très regrettable. Oui. Ces chiffres, on ne les voit pas. On les voit dans aucun pays dans le monde où le médecin, le médical, c'est-à-dire le pourcentage
de personnes, vaccinés, de médecins vaccinés n'a pas dépassé les 20%, les 25%. Oui, les étudiants en médecine, c'est quelque chose comme 4% aussi, c'est très peu, alors que les étudiants sont aussi dans le milieu hospitalier, c'est pour ça que j'en parle. Est-ce que, alors vous le disiez à l'instant, hein, il y avait beaucoup de spécialistes justement qui disaient qu'il ne faut pas se faire vacciner pendant la vague. Aujourd'hui, on est en période d'accalmie, on est en octobre aussi, c'est la période habituellement où on vaccine contre la grippe. Est-ce que c'est une période propice à la vaccination? Oui, c'est une période propice parce qu'en fin de compte, il faut passer maintenant de l'esprit curatif à l'esprit préventif. On est à l'aise, Dieu merci, alhamdoulilah, mais Dieu seul sait, est-ce que cette situation va durer longtemps? Je vous ai déjà parlé des avis des experts, ils diffèrent d'un expert à un autre. Il y a des experts qui attendent, ils sont dit que c'est le moment propice de l'émergence de variants. Donc, je pense qu'on est à l'aise, alhamdoulilah. On ne sait pas. Est-ce qu'on aura cette vague? On ne l'aura pas, mais l'idéal, c'est de prendre les devants. C'est de prendre les devants. La vaccination est aujourd'hui la seule solution. D'autant plus que le vaccin est là. Oui. Et vous le savez très bien que, même par rapport aux mesures préventives, on est passé par 3 concepts dans cette pandémie. Au début, si vous vous rappelez, c'était le lavage des mains, une bavette qui reste toujours d'actualité. Si vous vous rappelez même les parents qui travaillent, lorsqu'ils rentrent à leur maison, ils prennent une douche, ils changent de truc. Mais ça s'est démodé maintenant. Oui. Donc on est passé de cette phase à la deuxième phase. La deuxième phase, elle était caractérisée par la disponibilité des tests antigéniques rapides. Donc on est passé des mesures extrêmes aux mesures de dépistage. À chaque fois qu'il y a un contact, on essaie de voir est-ce qu'il est atteint ou pas atteint. Et maintenant, c'est la troisième phase de la pandémie qui est caractérisée par toujours les mesures préventives, mais le meilleur moyen de mesures préventives actuellement, c'est le vaccin. Donc absolument. Mesures préventives, tester rapide, et maintenant, c'est le vaccin. Oui, en plus, si on veut retrouver justement un sort de vie plus ou moins normale, ça reste la seule solution. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce manque d'engouement vers la vaccination est une forme de réticence? C'est-à-dire, les élèves, finalement, on a vite oublié les dégâts qui ont été causés par la troisième vague, ou plutôt, peut-être, quelque part, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés dans cette troisième vague, qui attendent, parce que, vous le savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu leur première dose, ils ont été contaminés dans la troisième vague, et donc, on va conseiller d'attendre. Peut-être que c'est juste une période où on est en train d'attendre c'est-à-dire que cette période passe pour qu'on puisse se vacciner. Oui, vous avez précipité un peu les choses, les événements. Effectivement, j'allais aborder ce sujet. C'est vrai, il y avait beaucoup de personnes qui ont été contaminées, qui ont contracté le virus durant la troisième vague. Qui a été contaminée. Exactement. Oui. Et justement, pour réitérer un appel aux personnes qui ont contracté l'infection durant le mois de juin-juillet, on est à 3 mois. Donc c'est le temps, ce n'est pas la peine de faire un test sérologique. Parce que certains, on leur a dit aussi, professeur, si vous permettez, certains, on leur a dit aussi qu'une contamination, lorsqu'on a déjà fait une première dose, quand on est contaminé, on n'a même pas besoin de faire cette deuxième dose. Il y a aussi une ambiguïté peut-être dans les conseils. Vous le savez très bien, le secret de la médecine, c'est qu'on n'est pas en face d'une science exacte. Et il y a des personnes qui font l'infection une fois et qui ne refont plus l'infection. Il y a des personnes qui font l'infection, une réinfection une troisième fois. Il y a donc, pour prévenir ces réinfections, même pour les personnes qui ont fait l'infection, c'est vrai, on ne connaît pas la durée. Parfois, chez cette personne, elle dure 3 mois. Il y a d'autres personnes où l'immunité naturelle, elle peut durer jusqu'à 9 mois. Et on a constaté, toutes les études ont montré que les personnes qui ont fait les formes graves du Covid sont mieux protégées. Et ils ont une immunité qui protège jusqu'à 8 mois, jusqu'à 9 mois. Il y a toujours ce mais. Il y a eu des réinfections qui font des réinfections plus graves que la première infection. Et on les a vus, ils sont avec nous à Ruiba, qui ont des symptômes très sévères avec des séquelles psychiatriques. Donc, et on l'a dit, on revient toujours à ce moyen préventif du vaccin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais même pour le Covid long, le Covid long, qui reste mystère et qui reste le grand défi après la disparition, Inch'Allah, de cette pandémie, il y a quelques études, des résultats préliminaires qui ont montré plutôt que 25% de ces personnes qui ont le Covid long, le Covid long disparaît après
bien sûr. Donc on voit très bien que le vaccin ne peut que ramener des choses bénéfiques. Si j'avais fait de l'infection, c'est pas la peine de faire une sérologie, parce que si je trouve dans la sérologie, je donne un petit exemple, sans unité, je suis protégé. Mais ça ne contraint pas le vaccin. Je fais un vaccin, ça va monter à 200, 300. Donc au lieu que l'immunité va durer 3 mois, 4 mois, elle va durer 8 mois, 10 mois, une année. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle de troisième dose dans plusieurs pays, donc se faire vacciner pour sa deuxième dose, c'est une bonne chose finalement. Ça a été abordé par le conseil scientifique élargi au niveau du ministère et probablement... Comment on justifie aujourd'hui cette troisième dose? Parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, troisième dose ou quatrième dose, une dose ne peut que rebooster l'immunité. Donc, parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien que les premiers vaccins en Algérie, ça date quand même de 8 mois, près de 10 mois. Donc, on est vacciné au mois de février. Et on est à presque la fin du mois d'octobre. Donc, on est presque à 8 mois. Et la plupart des études ont montré que beaucoup de personnes qui ont fait le vaccin ou l'infection, 8 mois après, on voit cette immunité acquise, que ce soit par le vaccin ou par l'infection, diminue. Donc, vous le savez très bien, on est à la rentrée en pleine saison. On attend l'événement aussi, oui, aussi les élections qui arrivent, beaucoup de choses qui arrivent, futurs proches. Oui, les activités sportives. Oui. Donc, c'est le moment jamais d'aller vers... Moi, personnellement, reste mon avis personnel, je suis contre cette troisième dose, parce qu'elle ne peut que rebooster ce qu'on a renforcer notre immunité. Alors, beaucoup de professionnels parlent aujourd'hui de la baisse de la virulence du Delta, laisser place à la grippe saisonnière. On n'en parlait pas il y a quelques temps. On avait oublié que la grippe saisonnière, et on en reparle aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe? En fait, vous savez très bien, le virus de la grippe, il se transmet par les voyageurs. Donc, vous le savez très bien, c'est toujours l'hémisphère sud, l'Australie et la Chine en mois de mars, puis il arrive en Europe et chez nous en mois d'octobre, novembre. Et comme l'année dernière, l'espace aérien était fermé. Donc, on a et en Australie, même l'Australie, je ne sais pas si vous le savez, ils ont fermé l'espace aérien pendant presque une année. Donc, le virus n'a pas circulé, même s'il est apparu en Asie, il n'a pas circulé. Ce qui était d'ailleurs, on l'a constaté, il n'y avait pas de cas de grippe l'année dernière. On n'avait même pas besoin de se faire vacciner. Par contre, cette année, ce qui est constaté, que ce soit en pédiatrie ou bien chez les adultes. Je viens de vous parler, vous le savez très bien que maintenant, même les signes cliniques, c'est presque la même chose avec le Delta. On l'a déjà dit que sa symptomatologie simule la grippe, donc si on fait une grippe maintenant, il faut aller vers un test antigénique ou PCR pour être certain qu'on est en face d'une grippe. Ça, c'est de 1. Et de 2, on voit aussi que même les bronchiolites et les infections respiratoires de l'enfant, les virus respiratoires qui reviennent. Donc, on espère que les virus, ils vont faire éloigner le virus SARS-CoV-2. Peut-être que, puisqu'on parle de grippe aussi, c'est la période de la vaccination antigrippale, peut-être c'est aussi l'occasion pour amener les gens à se faire vacciner contre la Covid, c'est-à-dire profiter de la vaccination antigrippale pour proposer également une vaccination anti-Covid. Est-ce que ça peut se faire comme ça? Comment amener aujourd'hui, parce que ça aussi c'est problématique aujourd'hui, comment amener les gens à se faire vacciner s'ils sont encore réticents? Est-ce qu'il faut faire un effort aussi sur la communication? Je pense qu'on communique depuis le début de cette vaccination, mais est-ce que c'est pas suffisant finalement? Je ne sais pas, il y a un premier point qui me semble important, c'est cette absence de confiance entre, non pas le citoyen et les autorités, même les citoyens et les scientifiques. Je ne sais pas, partout dans le monde, dans le cas de la Suède, ils ont opté pour non-confinement, ni bavette, ni confinement, ni rien du tout, mais les citoyens ont suivi leurs scientifiques. Absolument. Ici, il y a eu beaucoup de gens qui sont confinés d'eux-mêmes en Suède. Ici en Algérie, c'est un esprit un peu spécial. Un peu spécial. On insulte tout le monde. Que vous soyez professeur, que vous soyez politicien, non politicien, il y a des gens qui vivent dans le pessimisme. Et tout ce qui vient des scientifiques ou des universitaires, ils ne l'acceptent pas. Mais le problème qui se pose actuellement, et ça c'est désolant, même au sein
de l'université, vous avez parlé des étudiants. Moi, je vous parle des enseignants universitaires. Eh bien, les derniers chiffres, les enseignants universitaires, on est à 11% de vaccinés. Et ça, c'est très regrettable. Parce que finalement, c'est le corps qui devrait faire, qui devrait justement donner l'exemple, absolument. Oui, absolument. Alors, justement, vous parlez d'un point que vous regrettez. Moi, je vous ajouterai un autre, malheureusement. C'est que justement qu'on a cette impression que les gens sont réticents jusqu'au moment où on parle de visa ou de voyage. Ce sont des questions qui sont justement posées par les téléspectateurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui voyager justement avec lorsqu'on est vacciné avec un vaccin Sputnik ou un vaccin chinois? Avec Sputnik, c'est pas encore... Voyager en Europe, particulièrement. En Europe, avec Sputnik, c'est pas encore homologué, mais apparemment, d'après les responsables de l'Institut Gamaleya, d'ici quelques semaines, il sera homologué. Mais à ce jour, il n'est pas encore homologué. Par contre, pour le chinois, vous le savez très bien que même l'Europe, elle est divisée. Il y a la moitié des pays européens qui acceptent le chinois, et l'autre moitié qui ne l'accepte pas. Donc on voit très bien qu'en fin de compte, on n'est pas dans une union européenne, même au sein de l'Union, les avis divergent, les décisions divergent. Alors, on revient encore une fois pour ces méthodes qui peuvent nous permettre justement aujourd'hui à en quelque sorte amener les gens, pour ne pas dire obliger les gens ou la population à se faire vacciner. Alors aujourd'hui, par exemple, je lisais dans la presse qu'il y avait la Super Coupe d'Algérie du handball qui se tient à Oran, et avec un public, c'est la première fois qu'une compétition pareille se tient avec public, à condition justement que le public soit vacciné. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait justement généraliser ce genre de procédure? Moi, personnellement, j'étais partant pour la généralisation des passes sanitaires. C'est vrai. Il faut faire la différence entre passe sanitaire et obligation. Je ne vous oblige pas à faire le vaccin pour accéder au stade, mais si vous ne le faites pas, c'est les Algériens ont pris la de respecter de chacun et ne pas aller vers l'obligation de vaccin, mais je pense qu'on doit utiliser et doit généraliser le pass sanitaire, parce que vous le savez très bien, on parle à chaque fois des pays européens ou des pays asiatiques qui ont atteint les 60, 70, jusqu'à 80% de sujets vaccinés. Vous le savez, si on n'a pas opté pour le pass sanitaire, même en Europe, on n'allait jamais atteindre ces pourcentages. Il faut qu'on trouve des moyens juridiques et humains qui amènent les gens, qui obligent en quelque sorte les gens à se faire vacciner. Il y a cela. Et le deuxième point, je pense qu'on ne doit pas aussi arrêter les séances de sensibilisation, parce que moi je fais pas mal de séances, que ce soit en public, parfois en privé, et on est en face vraiment ils sont réticents, mais parfois ils sont... mal informés. Même mal informés, malheureusement, ils n'ont que les informations qui viennent de lobby anti-vax. Et ce qui a fait un peu, la plupart par exemple des femmes parlent de la stérilité ou des hommes de la stérilité, ils ignorent qu'en fin de compte c'est l'infection elle-même, c'est le Covid qui peut avoir des conséquences sur la fertilité ou la stérilité, et non pas le vaccin. Le vaccin par contre il prévient pour ne pas avoir le Covid, et de ce fait prévient de problèmes de fertilité. Il y a des professionnels aussi qui ont proposé, par exemple, pour élargir cette vaccination ou amener un maximum de gens à se faire vacciner, qu'il y ait des procédures au niveau des institutions, que chaque institution, par exemple, puisse développer des moyens dissuasifs à son niveau, que ce soit, par exemple, au niveau des hôpitaux, au niveau des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Je pense, honnêtement, le premier secteur qui doit être concerné, c'est le secteur de la santé. Parce que le médecin, normalement, il n'a pas le droit de ne pas être vacciné. Vous le savez très bien, le médecin, il est là, mais il reçoit des malades. Et s'il est infecté, il peut être à l'origine de quelques clusters. Donc, même s'il ne veut pas se vacciner pour sa protection individuelle, il doit se faire vacciner pour protéger les malades qui viennent consulter chez lui. Donc ça, c'est la première des choses. Et je pense qu'il y a quand même, ministère de la Justice, à mes connaissances, ça fait quelques semaines qu'il a exigé ce pass sanitaire. Je pense qu'il faut aller vers la généralisation de pass sanitaire si on veut vraiment atteindre au dépassement du vaccin. Oui. Alors, est-ce qu'on va tirer finalement les leçons
de la troisième vague aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de choses en cette troisième vague. On sait aujourd'hui qu'on a tiré le leçon de cette troisième vague. Il y a eu des directives et des orientations qui ont été données récemment par le président de la République. Est-ce qu'elles sont effectives sur le terrain, par exemple par rapport à l'octroi de générateurs? Je pense qu'il y a pas mal de démarches qui sont en train de se concrétiser dans le terrain. Dans le Rwiba, on est en train de faire des générateurs d'oxygène pour plus de 80. Donc il y a pas mal de structures hospitalières qui ont suivi les instructions des autorités. Je pense, je le souhaite. Inch'Allah, on n'aura plus ce problème d'oxygène dans les structures hospitalières. Mais les autorités ont tiré des conclusions, le citoyen n'a pas tiré de conclusions. Oui. Donc il ne faut pas à chaque fois qu'on cherche l'oxygène une place à l'hôpital. Il faut aller toujours vers l'esprit préventif. Et l'esprit préventif actuellement, comme je l'ai déjà dit, je le répète à maintes reprises, c'est la vaccination massive. Oui, alors finalement cette accalmie met le citoyen à l'aise, mais elle inquiète quelque part finalement les professionnels. Parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, ce virus, il nous a habitués à des surprises. On a des surprises. Honnêtement, je vais parler de moi-même, je ne m'attendais pas du tout à cette vague Delta. Et pourtant, il y a eu un mutant ou une personne qui peut transmettre la maladie à 9 personnes. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas très bien le virus. On peut avoir des surprises. Et je pense qu'on doit rester vigilant et on doit toujours aller vers cet esprit préventif, que ce soit préparation de structure d'accueil pour éventuellement, on le souhaite, virulente et tous les mise en place de générateurs, est-ce qu'elle peut être considérée comme une amorce vers une réflexion de la modernisation de notre système de santé aujourd'hui? Est-ce que ça peut être une immersion ou une amorce vers la modernisation de notre système de santé? Parce qu'aujourd'hui, je le disais en préambule tout à l'heure, que c'est remis sur table. Il est question aujourd'hui de réformer la santé, de la refonte du système de la santé. Je pense que vous êtes partie prenante, vous, les syndicats. Oui. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est une chose très très importante, c'est que non pas en matière uniquement d'oxygène. Je vous donne un petit exemple. Alors, si vous vous rappelez, lorsque la pandémie a démarré, il y avait presque une seule structure en Algérie qui faisait la PCR, ou la biologie moléculaire. Oui. Merci, alhamdoulilah, presque cette technique s'est généralisée à travers toutes les structures hospitalières nationales. Donc, il y a ce point important. Deuxième point, c'est par rapport à la prise en charge. Donc, je pense que la santé, elle a essayé de tirer les leçons de. Vous le savez que même s'il y aura une vague virulente, le nombre de lits de réanimation, il est toujours le même. Je pense qu'on va aller, Inch'Allah, avec le temps, vers une augmentation de nombre de réanimation. De réanimation, pardon. Et je pense que ce qui a poussé quand même la tutelle à réfléchir par rapport à ces assises pour la réforme. À quoi doit-on s'attendre justement? Il y a les assises qui sont annoncées pour fin du mois avec la participation des professionnels, des professeurs, des syndicats. Pour vous écouter, j'imagine que vous participez à un débat franc aujourd'hui. À quoi doit-on s'attendre finalement? Eh bien, vous voyez, au début, ce qu'on appelle faire le point. Faire le point de ce qui existe. Et dire des différents secteurs, que ce soit de ressources humaines, problèmes de prise en charge de malades, problèmes sociaux. Ça a été fait. Ça a été fait la semaine dernière. Moi, je pense qu'une journée ou 2 jours, c'est très insuffisant pour poser le diagnostic de toutes les lacunes dans notre système de santé. Aujourd'hui, personne n'est satisfait. Satisfait les usagers, les professionnels, les politiques. Personne n'est satisfait de la qualité des soins qui sont dispensés chez nous, malheureusement. On ne peut pas être satisfait lorsqu'on part vers la structure hospitalière. Parfois, on se dirige vers la radiologie ou l'imagerie, le scanner il est en panne. Si on se dirige vers le laboratoire, on fait telle et telle analyse et les autres, il faut les faire chez le privé, on ne peut pas être satisfait. Donc il y a pas mal de lacunes
lacune comblée, mais je pense que la réussite de ces assises est tributaire de la multisectorialité. Parce que si on reste santé, ça ne peut pas aboutir. Parce que je donne un petit exemple. Si on fait un diagnostic des problèmes, des équipements ou bien de consommables qui manquent au niveau des cellules hospitalières, le premier responsable, c'est les personnes qui n'ont rien à voir avec la santé. C'est les contrôleurs financiers. Donc, pas mal de contrôleurs financiers qui font la pluie et le beau temps dans les structures hospitalières. Donc, si on fait nos commandes et nos révisions, puis on attend un fameux contrôleur financier, il va vous rendre que 60% de marché est infructueux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, là, si vous permettez, professeur, parce que vous avez parlé justement de financement, qui remettent en cause le mode de financement qui est aujourd'hui, à savoir la gratuité des soins. Est-ce que vous y adhérez? Oui, en fait, compte la gratuité Parce que le problème peut se situer ailleurs, hein, pas forcément dans le financement. Non, ça devrait normalement être discuté entre la santé et la sécurité sociale. Même partout dans le pays développé. Ce qu'on appelle, entre guillemets, gratuité de soins, mais il faut valoriser les soins et ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, on est toujours consultation à 50 dinars, analyse médicale à 16 dinars ou 8 dinars. C'est obsolète. C'est obsolète et on ne peut pas avancer comme ça. Donc je pense qu'il faut une autre vision, beaucoup plus par rapport au financement. Vous le savez très bien, là on finance beaucoup, là on doit exiger, même les autorités doivent exiger la rentabilité des structures hospitalières. Alors, on parle de financement. Il y a un autre problème aussi qui est très important dans ce secteur, et pas uniquement dans ce secteur, c'est la ressource humaine et la valorisation de la ressource humaine, qui nous emmène à parler d'un gros problème que connaît aujourd'hui le l'Algérie est devenue clairement une pépinière de formation pour d'autres pays comme la France, le Canada, l'Allemagne. Il y a aussi les pays du Golfe qui convoitent nos médecins et qui partent finalement. Vous qui êtes professeur et enseignant en médecine, j'imagine que ça doit vous faire de la peine de voir vos élèves meilleurs partir. Qu'est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire pour retenir ces compétences, pour leur donner un minimum de confort professionnel, parce que c'est de cela qu'il s'agisse. Eh bien, vous avez touché un point très très important par rapport à la formation de nos médecins. On s'estime heureux qu'on a opté pour la formation de masse, quantitative. Et on n'a pas exigé comme les pays européens qu'il faut aller vers la formation de 150-200 médecins par an. Donc, on a ouvert trop de facultés de médecine. Certainement, c'est au détriment de la qualité de formation. Donc la quantité et la qualité ne marchent pas ensemble. Mais malèche, on s'estime heureux du niveau de nos médecins. La formation aussi, hein, c'est un autre point, vous allez me dire. Oui, c'est un autre point aussi qu'il faudrait revoir. Exactement. Oui. Mais on s'estime heureux que sur le plan nombre et quantité, on a ce qu'on appelle cette autosuffisance en matière de médical. Par contre, maintenant, le problème se pose par rapport à la formation de paramédical. Paramédical, oui. C'est le paramédical qui pose un souci. Et par rapport à ce départ, malheureusement. Départ massif. Oui, départ massif. Oui. Hémorragie, c'est carrément. Une hémorragie. Malheureusement, ils ne prennent que les meilleurs. Je respecte le choix de mes confrères, mais la plupart d'entre eux, ils sont partis certainement pour des raisons sociales. Parce que le médecin, surtout le généraliste, le spécialiste, si on compare le revenu par rapport à nos voisins, et non pas par rapport aux Européens, on est très loin. Oui, c'est pour des considérations socio-économiques en grande partie, malheureusement. Alors le professeur Belhadj justement parlait l'autre jour sur ce point précis, justement, lui, il suggérait par exemple de permettre aux médecins ou autres, tout le corps médical, tout métier confondu, de pouvoir justement collaborer dans le secteur privé après 16 heures par exemple. Est-ce que ça peut être une solution selon vous ? Oui, ça peut être une solution. On passe un peu pour aborder le problème de services complémentaires. Moi, comment on voit les choses? Il ne faut pas qu'il y ait chevauchement entre les heures de travail à l'hôpital avec l'exercice du privé. Donc, si vous voulez exercer au-delà de 16 heures, si vous voulez exercer lors des week-ends, lors des jours fériés, libre à vous.
Oui. Et je pense que c'est un point primordial qui a été quand même abordé lors des dernières assises. Et je pense qu'il y aura quand même quelques décisions. C'est un point qui a été abordé par le président de la République, carrément, la valorisation ou la revalorisation de la ressource humaine dans le secteur médical, notamment avec la baisse de l'IRG, réduire le indiciaire aussi, hein, c'est ça? Le point indiciaire. Oui, oui. Est-ce que ça peut changer la donne aussi? Ça peut changer, certainement, ça va changer la donne. Ça va changer la donne, mais tout en espérant que le pouvoir d'achat ne va pas continuer à grimper. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inflation, parce que c'est ça en fait. Exactement. Oui. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Hein. On termine sur des questions des téléspectateurs. Alors, un pass sanitaire devrait être exigé dans certains lieux publics pour reprendre une vie normale. Qu'en pensez-vous, professeur Djenouhad? J'adhère complètement à cette idée. Oui. Je le souhaite que le maximum de secteurs, le maximum d'entreprises vont exiger, Inch'Allah, ce pass sanitaire. Oui. Alors, la vaccination ne fonctionne pas aujourd'hui parce qu'une personne qui est vaccinée n'est pas en sécurité si tout son entourage ne l'est pas. Pas du tout. Pas du tout. La vaccination, on a un double objectif. Un objectif individuel, c'est pour se protéger, et un objectif collectif. C'est pour atteindre cette éventuelle immunité collective pour stopper ou bien pour prévenir les formes graves. Donc la vaccination marche, on n'a pas atteint le pourcentage souhaité, mais la vaccination, elle marche. Oui. Alors l'OMS affirme que plus de 60% des épidémies sont d'origine animale. Est-ce qu'il y a des échanges de données entre les deux secteurs, par exemple la santé et l'agriculture aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recherches dans ce domaine pour prévenir l'apparition de prochaines épidémies? Certainement, il y a des comités mixtes, mais je pense que même l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est une agence qui va multisectorielle. Oui. Donc, c'est tous les secteurs qui seront représentés ou sollicités pour éventuels avis. Oui. Alors, qu'en est-il de la délivrance du code de QR pour les personnes vaccinées? Et encore une fois, la même question que tout à l'heure, vacciné avec le Sinovac ou le Sputnik, comment voyager vers l'Europe? Vers l'Europe, avec le Sinovac, on peut voyager. Il y a quelques pays qui Sputnik exigent... aussi, je pense qu'il est accepté dans d'autres pays, dans quelques pays, dans les pays une dizaine de pays à peu près. Qui l'ont utilisé. Parce qu'en fin de compte, sur le plan efficacité, c'est un vaccin très efficace. Il a montré Absolument. son efficacité, qu'on le veut ou non. Mais ça reste des considérations beaucoup plus géopolitiques. On est toujours dans l'esprit de bloc de l'Est et de bloc de l'Ouest, ce qui a un peu retardé. Il y a pas mal de conflits d'intérêts entre quelques pays développés, quelques experts avec les leaders, le Big Pharma, qui veulent imposer tel ou tel vaccin à tout le monde. Mais en tout cas, il faut dire peut-être que même dans les pays où ces vaccins ne sont pas reconnus, il y a une période de quarantaine aujourd'hui qui est appliquée. Je pense que vous savez très bien que maintenant, presque la moitié des touristes à l'échelle mondiale, ils sont de nationalité chinoise. Oui. Et donc, et vous le savez très bien qu'en Chine, les gens se sont fait vacciner par le Sinovac et le Sinopharm. Donc, c'est une question de quelques semaines. Il n'y aura plus d'exigence de vaccin. Oui. Alors il faudra peut-être terminer sur un appel pour la vaccination. Aujourd'hui, on est en période d'accalmie, certes, mais on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. Vous le disiez au tout début de cette émission. La vaccination reste la solution ultime. Je pense que ce n'est plus la peine de poser la question est-ce qu'on aura ou on n'aura pas, parce que même les experts, je vous ai dit que les avis divergent. Mais on doit. Mais on fonctionne par la peur, professeur Djenouhad, malheureusement, vous l'avez vu pendant la vague de juillet dernier, tout le monde s'est précipité vers la vaccination. Raison de plus. Raison de plus de se précipiter maintenant, puisqu'on est en accalmie. Pour se protéger. Exactement. Même s'il y aura arrivé de cette vague, au moins on va amortir les dégâts. Merci beaucoup, professeur Djenouhad, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous je ne sais pas quelle caméra, merci à vous donc de nous avoir prêté attention. Cette émission est arrivée à présent à son terme. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.